New York est avec Paris la ville au monde la plus représentée. Symbole de modernité depuis plus d'un siècle, elle subjugue peintres, bédéistes, photographes et cinéastes par ses audaces architecturales. Chacun semble transmettre une expérience subjective de la verticalité, si bien que les paysages urbains sont rares, à la notable exception des toiles impressionnistes d'Edward Cucuel, d'origine française, et de Guy Wiggins, formé en Europe. Les uns rendent compte de la complexité de la mégapole en créant des images labyrinthiques où artères et bâtiments s'enchevêtrent dans une singulière densité. C'est le cas de Paul Citroen, artiste néerlandais, né en 1896 et mort en 1983, qui participa à l'aventure avant-gardiste du Bauhaus. Élève de Paul Klee et de Vassili Kandinsky, il réalise dans les années 20 des photocollages à partir de clichés pris çà et là, découpés et disposés pour donner une chaotique impression d'accumulation. Dénommés villes ou métropolis, ces montages donnent à voir un agrégat vertical d'architecture monumentale où tout, béton, verre, acier, réseau de transport et enseignes, témoigne de la naissance de la société de consommation. Fritz Lang s'en inspira pour créer en 1927 les décors de métropolis qui, sans conteste, évoquent New York. Mais le cinéaste au graphisme si pur ne se contente pas de reconstituer une ville moderne. En visionnaire, il crée une ville stratifiée, théâtre symbolique de la lutte des classes. Usant alternativement de vues en plongée et en contre-plongée, il promène sa caméra du sommet des gratte-ciel où vit l'élite capitaliste, au sous-sol, où l'énergie nécessaire au fonctionnement de la ville haute est fournie par le prolétariat. Cessons toutefois d'enfoncer des portes béantes, laissons-nous envoûter par la beauté des images et l'élégance du noir et blanc, et considérons plutôt l'extraordinaire postérité de Métropolis. En effet, de Frozen Assets à Immortel ad vitam, on retrouve la marque du maître expressionniste. La fresque de Diego Rivera, Frozen Assets, ou Gel des avoirs, date de 1931. Et elle traduit l'ambivalence du Mexicain pour les États-Unis en général et pour New York en particulier. Conçue comme un triptyque vertical, elle dit son admiration pour la modernité et sa détestation des inégalités sociales. Le panneau supérieur représente l'emblématique skyline, mais spectaculairement recomposé par l'artiste. Il imagine une concentration d'établissements financiers, parmi lesquels on reconnaît, de gauche à droite, l'Irving Trust Building, le Delinews Building, le Bank of Manhattan Building, le Rockefeller Center, le Chrysler Building et l'Empire State. Mais Rivera crée une image du capitalisme triomphant encore plus dense que dans la réalité. Le panneau central, quant à lui, représente un hangar de verre et d'acier transformé en dortoir pour les sans-abri victimes de la Grande Dépression économique. Non seulement ils sont déshumanisés puisqu'ils sont sans visage, mais encore tels de dangereux révolutionnaires, ils sont sous la surveillance d'un gardien, de dos, et, comble d'irrespect, ils sont allongés en rang serré, tels des animaux humains que l'exploitation de l'homme par l'homme a fait d'eux. Enfin, le panneau inférieur illustre la richesse cachée,
Il montre la salle des coffres d'un établissement bancaire profondément enfoui sous terre et protégé par 3 employés de face ou de profil. Elle est précédée d'une grotesque antichambre dans laquelle patientent d'élégants clients préservés par la crise et surtout identifiables. Le vieux monsieur assis sur le banc ne serait autre que John Rockefeller Senior en personne. Celui-là même qui commanda à Diego Rivera la décoration du hall de son gratte-ciel et qui la fit détruire partiellement car l'insolent fresquiste y avait représenté Lénine, à droite, entre les ailes de l'homme au croisement. Le symbole capitaliste est paroxystique dans le long métrage d'Enki Bilal, Immortel ad vitam. L'action se situe en 2095 dans un New York sinistré où Central Park ne réunit plus les conditions nécessaires à la vie humaine. La ville est sous le joug de l'Eugenic Corporation, une compagnie pharmaceutique qui exerce sur les habitants et les politiques une dictature médicale et génétique. La lutte contre les humains non encore modifiés s'engage, mais malgré l'assistance des dieux de l'Égypte ancienne, leur combat est perdu d'avance. Pour Bilal, le socialisme semble définitivement vaincu par la mondialisation. L'insalubrité au sol nous vaut un festival d'images numériques en plongée d'une époustouflante poésie qui n'est pas sans rappeler celle moins sophistiquée du King Kong des années 30. Sans doute, si l'on avait appris à lire ces images verticales hautement symboliques, aurait-on été moins stupéfait par les tragiques attentats du 11 septembre? Maintes fois pressentis par les artistes plasticiens, ils l'ont aussi été par les littéraires et notamment par le poète moderniste Art Crane, auteur en 1932 de La Tour brisée, un poème visionnaire sur un gratte-ciel ensanglanté en plein cœur de New York. Un poème auquel j'associe irrésistiblement la toile de Gerhard Richter, September, peinte en 2005 et offerte au MoMA. Elle occupe une place à part dans l'œuvre du peintre, par son format, petit, contre toute attente, 52 cm sur 72, et par sa technique, matière grattée jusqu'à obtention d'une image fantomatique, suggérant davantage l'intensité du choc que n'importe quel document photographique. Mais New York n'est pas qu'un monstre urbain grand dévoreur de vies humaines. C'est aussi une ville passionnément aimée pour sa géométrie architecturale. Et l'on sent cet enthousiasme dans les clichés des photographes comme dans le travail des peintres. Le Flatiron, achevé en 1902, attire aussitôt l'œil des photographes pictorialistes tels que Alfred Stieglitz et Edward Steichen. Ils ambitionnent tous deux de faire entrer la photographie dans le domaine de l'art et veulent rivaliser avec les peintres. Voyons plutôt. Le cliché de Stieglitz, pris sous la neige durant l'hiver 1903, frappe par sa verticalité. À l'arrière-plan, le gratte-ciel, qui entre pleinement dans le cadre, et au premier plan, le tronc d'un arbre dont la cime est volontairement hors champ pour mettre en évidence la fourche qui rappelle l'arrondi de l'architecture. Cette composition très étudiée, tout en ligne et en volume, découpe le sujet qui se détache sur un fond vaporeux. La photo crépusculaire de Steichen, quant à elle, date de 1906 et frappe par un effet de contre-jour.
Le premier plan, avec passants, fiacres, cochers et végétaux, est relégué dans l'ombre luisante d'un soir pluvieux, tandis que l'arrière-plan baigne dans une brume lumineuse. Le cadrage serré coupe délibérément le sommet du building pour majorer l'impression de gigantisme, et surtout, il insiste moins sur le bâtiment lui-même que sur la perspective, au croisement de Broadway avec la 5e avenue et la 23e rue. Avec la fièvre architecturale des années 20 et 30, les photographes rompent avec le pictorialisme et optent pour un modernisme radical. Stieglitz, Walter Evans et Bérénice Abbott observent la mutation de Manhattan, s'emparent de la pierre, du verre et de l'acier pour eux-mêmes et magnifient leur ville avec des vues en plongées et contre-plongées qui disent leur sensation de profondeur et de domination. Dès lors, la concurrence entre peinture et photographie s'inverse. Tout se passe comme si les peintres cherchaient à réaliser des épures de la nouvelle photographie, et cela à nouveau des merveilles de dépouillement. D'abord, la stylisation post-cubiste des gratte-ciel par Tamara de Lempicka. Que ce soit dans les études urbaines ou dans les portraits néo-maniéristes, elle choisit un éclairage singulier, un cadrage serré, une palette limitée et des variations sur un ton majeur pour rendre compte de l'omniprésence du minéral. Ensuite, la géométrisation des formes par Georgia O'Keeffe, dont les représentations tendent vers l'abstraction. Plutôt que de copier le réel, la compagne de Stieglitz explore la ligne, la couleur et les ombres, travaille le contraste entre lumière naturelle et lumière électrique et s'intéresse à la composition pour dire la monumentale verticalité de New York, à laquelle elle semble toutefois se heurter. Enfin, le point de vue si particulier d'Edward Hopper, toujours restreint à un fragment, si bien qu'on a l'impression qu'il peint une ville à taille humaine. En effet, où qu'il se place, à hauteur des toits et de leurs réservoirs typiques, à hauteur d'un métro aérien ou au coin d'une rue, il semble saisir des instantanés dans son quotidien de citadin parfaitement adapté à la mégapole. Ce panorama serait incomplet si l'on ne mentionnait pas le typique pont de Brooklyn, autre icône du modernisme new-yorkais. Poètes, photographes, peintres et cinéastes ont immortalisé cet ouvrage d'art suspendu, achevé en 1883, dont l'architecture néogothique symbolise l'élan de l'Amérique vers l'avenir. Walker Evans l'a photographié sous divers angles, à diverses heures du jour et de la nuit, pour illustrer la séquence poétique de Hart Crane, The Bridge, hymne au pont et à l'Amérique tout entière, publié en 1929. Chacun de ces clichés montrant une admirable épure de l'édifice. Quant au tableau de Georgia O'Keeffe, focalisé sur les arches en ogive et les cordages découpant le ciel, il s'apparente à un vitrail presque abstrait. Là où Henry James voyait un monstre mécanique, Georgia voit une rigueur géométrique proche du sacré. C'est vraiment l'enthousiasme. Pour finir, je vous invite à rêver avec le photographe des villes éteintes, Thierry Cohen, qui substitue la nuit étoilée aux mégawatts et réinvente l'image des mégapoles, car on ne conclut pas un film sur New York
en éternelle expansion.